J'en discute avec Dominique Harel, titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Harel. Bonsoir. D'abord, on a l'impression, quand on regarde cette entente, que l'Ukraine a concédé beaucoup et a obtenu bien peu. Est-ce que c'est le cas? Je ne le vois pas comme ça, en fait. Non? Parce qu'il y a eu une première version de l'entente, il faut remonter au début février, qui était absolument horrible. Même le terme colonial s'applique. C'est essentiellement, les États-Unis voulaient mettre la main sur toutes les ressources naturelles de l'Ukraine, pas seulement les fameux minéraux critiques. Évidemment, sans contrepartie en termes de les fameuses garanties de sécurité, autrement dit, de promettre de continuer d'aider l'Ukraine militairement. Mais en plus, Trump prétendait que cette entente-là, c'était pour se rembourser. Pour rembourser l'aide militaire sous Biden. Puis là, il donnait un chiffre qui avait évidemment aucun sens, là, 500 milliards, alors que les calculs crédibles, c'était autour de 110, 120 milliards de dollars. Là, je parle de l'aide sur 3 ans et quelques mois, là, depuis février 22. Et puis, les Ukrainiens avaient dit non. Il y avait eu des négociations. Finalement, il y avait une bonne entente qui devait être signée fin février. Là, c'est le fameux jour où il y a eu l'esclandre, le scandale au Bureau ovale. On a tous vu. On s'en souvient très bien. Zelensky était là pour signer l'entente. Et puis, finalement, il s'est fait montrer la porte. Ensuite, il s'est fait humilier. Vous n'avez pas les cartes, etc. Le discours n'a pas changé. Et là, les Américains sont revenus avec la première version. Donc, encore une fois, ils essayaient de forcer la main, donc d'extorquer essentiellement les Ukrainiens. Oui. Et puis là, l'entente qui vient d'être révélée semble étrangement très, très proche, sinon identique. Là, je ne peux pas vous dire, j'ai eu le temps de regarder à la virgule près, de comparer les deux versions, mais essentiellement, on en revient à l'idée que c'est un partenariat. On parle plus il n'y a plus de remboursement, là. On regarde vers l'avenir. Et les Ukrainiens gardent le contrôle de leurs ressources naturelles, mais pour l'exploration future. Là, c'est un partenariat avec les États-Unis, puis un fonds d'investissement. Là où il y a eu une ambiguïté qui pourrait être négative ou positive, c'est que peut-être une future aide militaire, là, il n'y a pas d'engagement, pourrait être considérée comme l'investissement américain. Peut-être, plutôt qu'un investissement cash. Oui. Alors, dans l'ensemble, ça semble assez positif, en fait, pour les Ukrainiens. Oui. Reste que, quand même, on est habitué à ce que les pays, l'Europe, le Canada, les États-Unis, avant Trump, aident l'Ukraine sans demander en retour quoi que ce soit, ou à peu près, là. Oui. Alors, ça choque pas un peu, ça, quand même, ces demandes de Donald Trump? Bien, toutes les demandes de Donald Trump, je pense, sont assez choquantes. Là. Puis je peux parler en tant que Canadien aussi. Là. Je ne peux pas besoin d'élaborer sur la question. Mais prenons le cas de l'Ukraine en particulier. Oui. Bon, il y a une réalité là, très nette. C'est que les Américains veulent se désengager, sinon se retirer, on verra, mais en tout cas se désengager non seulement du front ukrainien, mais de l'Europe. Donc, on parle même là, de l'avenir à moyen terme, sinon à court terme même de l'OTAN. Ça c'est... Et puis donc que les Européens, puis quand je parle des Européens, là j'inclus les Canadiens au sens politique du terme, puisqu'on fait partie de l'OTAN aussi, doivent prendre en main leur propre sécurité, donc leur sécurité collective, doivent plus compter sur le fameux parapluie là, américain. Ça c'est clair qu'avec Donald Trump, la tendance est très très lourde. Donc, ça veut dire un réarmement massif. Donc, on le voit de plus en plus, même là, dans la campagne électorale, tous les chefs de parti étaient d'accord que c'est vraiment le temps qu'on se rende au fameux 2 etc. Donc, que pour cette guerre qui n'en finit plus, et même si elle se termine, ça c'est un autre chapitre, il va falloir la protéger, que la protection militaire va venir de plus en plus des Européens, peut-être à un certain moment presque exclusivement des Européens. Ça, c'est la tendance très lourde. Donc, dans ce sens-là, qu'une aide militaire soit monétisée, c'est-à-dire une aide militaire américaine soit monétisée, en fait, Zelensky en avait fait la proposition en novembre dernier. Oui, il avait compris le côté mercantile. Sauf que la réaction de Trump, c'était l'extorsion, essentiellement. Ça, il ne s'attendait pas à ça. Mais, vous voyez, les Ukrainiens, ils sont tenus debout malgré toutes les insultes. Et puis là, il semble avoir tout de même un accord qui est équitable, Sinon, il ne l'aurait pas signé. Il faut que cet accord-là soit entériné par le Parlement ukrainien aussi. Sinon, il ne l'aurait pas signé. Est-ce que cette entente va faire pression sur la Russie ou non?
Non, ce n'est pas une entente qui fait pression sur la Russie, c'est peut-être une entente qui donne un signal, peut-être, que les Américains, après tout, ne vont pas se retirer aussi rapidement que ça du conflit ukrainien. C'est toujours la menace que c'est pas notre guerre, c'est pas notre guerre, si on la règle pas, c'est bonsoir la visite, là, débrouillez-vous un peu. C'est ce que Trump a dit, Marco Rubio a dit, Stephen Witkoff, son envoyé spécial et tout. Donc, vous savez, Trump, qui est dans l'illusion, en tout cas la perception que c'est un politicien ou un homme d'affaires qui fait des deals. Là, il y en a un. Alors, jusqu'à quel point ce deal-là, cet accord-là, va vraiment être durable et puis bénéfique, on verra. Mais il va le vendre comme un deal. Donc, c'est positif dans ce sens-là. Soudainement, il y a une espèce d'investissement, ne serait-ce qu'émotionnel, de la part des Américains sur le conflit ukrainien. Là, c'est votre question suivante, c'est on en est où maintenant avec les accords de paix? Oui. Bon, surtout que le secrétaire à la Sécurité nationale vient de se faire virer, le Mike Waltz. Là, c'est une autre paire de manches, mais c'est un signal intéressant. Comme vous dites, à cause de l'Ukraine, mais à cause d'autres choses. Mais quand même, reste que, effectivement, voilà. là, est-ce qu'il faudra recommencer tous ces pourparlers-là? Non, parce que les véritables pourparlers se font entre l'envoyé spécial Stephen Witkoff, dont l'expérience en politique et en relations internationales était du zéro absolu jusqu'en janvier. Essentiellement, c'est un magnat de l'immobilier comme Trump, et ils se connaissent depuis 40 ans, New York, ils jouent au golf ensemble et tout. Et c'est lui qui est soudainement... Et ça l'a qualifié. Oui, bien, c'est lui qui négocie non seulement les accords de paix sur le front ukrainien et russe, mais aussi à Gaza. Oui. Alors, c'est vraiment l'homme de la situation, mais sans expérience. Et on a vu que Walz, celui qui vient de se faire virer, finalement jouait un rôle très mineur dans tout ça. Bon, alors là, qu'est-ce qui risque d'arriver maintenant? Est-ce qu'on est toujours aussi loin d'une paix en Ukraine? Oui, parce que, bon, Trump, c'est toujours le vendeur. Il nous dit on est très, 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 très proche. Mais en réalité, vous regardez, il y avait une offre que les Américains ont faite aux Européens et aux Ukrainiens, ça, il y a à peu près 2 semaines. Bon, l'offre, elle a coulé là, dans les journaux. Ensuite, les Européens et les Ukrainiens ensemble ont fait une contre-offre. Et le gouffre, il est comme ça. Mais on va commencer, pour simplifier, là, il n'est pas question, évidemment, de reconnaître la Crimée légalement comme faisant partie de la Russie. Ça serait un précédent terrible pour la sécurité internationale. Parce que là, vous dites, vous acceptez qu'un État peut en agresser un autre, prendre un territoire unilatéralement. Et le garder. Et le garder, et que ça soit reconnu légalement. Mais là où il y a une confusion, c'est... Bon, les Ukrainiens, c'est à savoir, est-ce que les Ukrainiens peuvent accepter de façon pragmatique que pour une période indéterminée, ils n'auront pas le contrôle de la Crimée? Mais vous savez, ils avaient déjà accepté ça en 2014 ou 2015, là, les accords de Minsk. Ça, c'est pragmatique. On accepte qu'on ne va pas attaquer la Crimée, là, qu'on ne peut pas la reprendre actuellement, même si constitutionnellement, c'est notre territoire. Ça, c'est une chose. Mais de le reconnaître constitutionnellement, ça n'arrivera pas. C'est la position européenne, mais c'était la position, semble-t-il, américaine, en tout cas officieusement. Et puis, il y a les fameuses sanctions. L'accord que Witkoff avait préparé, avait présenté, disait que les Américains acceptaient la levée des sanctions. Pour les Européens, puis les Ukrainiens, mais les Européens, non. Les sanctions, ça, c'est à la fin. Oui. Ça, c'est à la fin, puis c'est graduel. Et puis, ils ont le gros bout du bâton. Trump ne peut pas unilatéralement lever les sanctions parce que le gros des sanctions, ça passe par l'Union européenne. Alors, en terminant, il reste très peu de temps, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Trump avait dit « Je vais régler ce conflit très, très rapidement ». Il a échoué de toute évidence. Oui. Qu'est-ce que son propre peuple, qu'est-ce que les Américains vont penser de ça? Il y a déjà de la grogne aux États-Unis pour toutes sortes de raisons. Est-ce que ça va ajouter à cette ambiance en ce moment aux États-Unis? Je ne pense pas, même si dans les sondages, vous voyez que les républicains, particulièrement les élus républicains, jusqu'à un certain point, la population là, qui a voté là, en faveur de Trump, donc son électorat, l'électorat républicain, sa base est très divisée, en fait, sur la question et généralement assez favorable à l'Ukraine. En fait, c'est à peu près la seule question. Mais là, il y a les tarifs là, qui commencent à déranger pas mal, là, même si, encore une fois, il y a eu un vote là, hier au Sénat pour bloquer une décision qui devrait être assez évidente, que c'est le Sénat et la Chambre des représentants qui devraient décider des tarifs constitutionnellement. Mais
Cette question-là, donc, elle dérange beaucoup. Parce qu'en fait, Walz n'était pas tout seul. Il venait de cette frange-là, des gens qui considèrent que c'est dans l'intérêt stratégique des États-Unis d'appuyer l'Ukraine. Jusqu'à quel point cette pression-là, l'interne, va faire pivoter un peu Donald Trump, on n'en voit pas vraiment la preuve actuellement. Parce qu'il ne semble pas vraiment avoir mis de la pression sur Poutine et sur la Russie. Est-ce que ça va arriver? C'est pas impossible. Est-ce que c'est probable? Peut-être pas. À surveiller quand même. Voilà. Monsieur Harel, merci beaucoup. Merci.